Une chronique de Campagnol en déplacement, comme vous le voyez, un crochet à Paris, une conférence à Lyon, 3 jours dans ma famille savoyarde, et donc cette carte postale qui suit le même itinéraire. Pour commencer, en réponse aux questions d'une chaîne de télévision à Paris cette semaine, j'ai été amené à réfléchir, puisqu'on m'y invitait, sur la différence qui existait entre le pays profond et le pays légal, entre Paris et la province, entre les grandes villes et la campagne, face au psychodrame sanitaire actuel orchestré par une vingtaine de gouvernements et dont la partition commence à être dévoilée dans toute son ampleur symphonique et criminelle. Cette question était d'autant plus intéressante que le président de la République prétendait visiter les profondeurs du pays pour se poser la même question, Donc on m'a demandé récemment comment le village de Campagnol vivait ces situations de crise entièrement provoquées, ces exigences de sécurité grotesques et contradictoires, où l'on voit dans une foule des gens assis aux terrasses sans masque, des cyclistes qui passent sans masque, tout ça légalement, si j'ai bien compris, mais des passants à côté qui marchent à la même vitesse ou qui attendent une table et qui, eux, sont affublés d'un masque parce qu'il est obligatoire. Et si je comprends bien encore. Mais comme tout le monde, je ne veux plus rien comprendre à ces histoires, j'ai envie carrément de cogner dans cette guerre de plus en plus ouverte entre gens raisonnables et cinglés, staliniens, délateurs, entre localisme et mondialisme. Comment la vit-on à ma porte dans un patelin de 400 âmes? C'était ça la question. Bon, cher Gustave, puisque je m'adresse à toi sous forme de lettre cette semaine, faute de pouvoir rapporter une conversation au coin de ma terrasse sous l'œil chafouin de l'abonné au monde, j'aurais pu dire, je te prends à témoin, que nos villageois vivent très mal cette situation et que pour la plupart, ils ont appris en un an à haïr leurs élites littéralement et leurs médecins surtout d'ailleurs, mais j'ai réfléchi davantage pour répondre à ma chaîne de télé, la Parisienne, et voilà le produit de cette courte réflexion supplémentaire. D'abord, quand on parle de la France de Campagnol, on parle, ce qui est très peu dit ailleurs, d'une France littéralement pourrie par l'emploi public, pratiquement un tiers de la population, à cause des familles qu'il y a autour de l'emploi public, et ça c'est très important pour nourrir un sentiment de guerre civile rampante jusque dans les villages, quand le gouvernement prend des mesures qu'il prétend appliquer à tout le monde, parce que les gens qu'il paie deviennent ses agents d'exécution dans le moindre recoin du pays. Je rappelle à ta mémoire, mon cher Gustave, certaines figures du village, comme cette fille en jean moulant, qui est plus ou moins secrétaire générale du parc Nature Évasion, qui ne répond pas au bonjour, même à 2 mètres dans une ruelle étroite, et qui circule en Renault Capture marron métallisé, toutes options. Il y a aussi des gens qui se réunissent au siège de la communauté de communes tous les mardis et qui couvrent le parking de l'église de leur véhicule juché sur des pneus qui valent généralement pratiquement le prix de ma voiture. Il y a les gens de la DMR, l'aide à domicile en milieu rural, les gens des bureaux d'études sur le foncier, le réseau routier, les spécialistes du territoire, des éoliennes, de la chasse, des ordures ménagères, de l'eau, etc. Tous appointés par l'État. Tu ajoutes ce méchant bougre de Alain René qui habite au sommet du village, qui était conducteur de train et qui gagne une retraite de ministre, enfin pour le pays en tout cas, depuis l'âge de 56 ans, si c'est pas 53, qui dit jamais bonjour non plus, qui méprise tout le monde et qui prend son 4x4 de luxe pour faire 40 mètres vers son jardin. Quel est le point commun entre tous ces gens? Je veux dire, outre la voiture de branleur, pour reprendre ton vocabulaire, eh bien c'est le salaire qui tombe d'un ministère, la retraite versée très tôt et très généreusement par le même ministère, aux frais de la communauté nationale, mais surtout, ce sont les magouilles familiales qui s'étendent parfois sur 3 générations pour conquérir et pour garder le privilège que représente un emploi stable à la mairie, à l'équipement, un appartement de fonction, l'électricité gratuite, le train gratuit, etc. Ce qui veut dire qu'il y a tout un clan familial à chaque fois qui est mobilisé dans le même effort pour obtenir l'emploi public à la petite Cynthia, par exemple, pour maintenir le vieux Marcel à la voirie, pour intégrer le jeune Guillaume dans les nouvelles embauches du parc naturel, etc. Et ça se traduit par quoi? Eh ben, par une docilité générale, systématique à l'égard du gouvernement, de ces mesures à la con, un jour oui, un jour non, du port du masque, du couvre-feu qu'on prolonge ou non à la tête du client, ce qui veut dire très pratiquement que la petite Cynthia, là, ne va pas se contenter de se trémousser dans son jean moulant avec son masque et ses dossiers sous le bras, elle va défendre bec et ongles, ongles vernis évidemment, de violet et de vert, toutes les mesures gouvernementales les plus grotesques. Elle va reprendre les arguments imbéciles du docteur Castex, sans réfléchir plus que lui, le but du jeu étant de garder son emploi à vie dans le système soviétique français.
Il va de soi qu'elle va donc imposer le port du masque et son discours de lobotomiser, là, sur la vaccination, par exemple, les fake news, etc., à tout son entourage, ses collègues, au village entier, même à toi, mon cher Gustave, qui, avec ta moustache et tes grandes épaules, brandit l'étendard de la résistance depuis le début. Elle t'a fait le coup, elle t'a dit Internet devrait être contrôlé et des gens comme toi ou comme moi devraient être muselés plutôt que de propager des informations irresponsables, je cite. Or, tu m'as fait observer un truc extrêmement dangereux, c'est que si on suit cette pente jusqu'au bout, rien ne dit que dans un vertige de sottise suprême, le gouvernement ne finira pas par soumettre certaines prestations médicales, voire sociétales, comme le versement de la retraite, au fait d'être masqué, vacciné, rendu muet, puisque dans l'esprit de ces gens, les retraités du privé sont en quelque sorte, eux aussi, les obligés de l'État. En fait, contrairement aux conducteurs de train, ils ont mis de côté toute leur vie, eux, mais on préfère leur faire croire que l'argent qu'on leur verse est le fruit d'une générosité particulière, d'une mansuétude, d'une charité en somme, et non celui de leur travail. La preuve, celui qui n'a pas travaillé, il y a droit quand même, même dans une moindre proportion. Tout ça pour dire que la France est le plus mal placée de tous les pays occidentaux pour dénoncer la supercherie sanitaire, puisque l'emploi public y est tellement développé, les avantages qu'on tire de l'État sont tellement nombreux que les gens ne vont pas mordre la main qui leur tend la gamelle. Lorsque le président fait la tournée des popotes, il contrôle en vérité le remplissage de la gamelle, la distribution des croquettes pour être sûr que personne ne manque de rien avant les échéances, avant la course d'attelage des élections, mais tous les gens qui ont pour métier d'entretenir une meute de chiens, un équipage, un chenil, te diront, mon cher Gustave, qu'il ne suffit pas d'avoir des croquettes en quantité suffisante. Je veux dire, il faut éviter que les chiens ne se jalousent entre eux, ne considèrent qu'il existe des préférés du maître, etc. Et là, par rapport à des pays comme l'Amérique, nous sommes très très mal placés. Sur l'échelle de Richter du risque d'explosion sociale, l'Amérique doit être à 2 ou 3, et nous à 5. Parce qu'aux États-Unis, l'emploi public, les obligés du régime, sont 2 ou 3 fois moins nombreux que chez nous, et que donc les défenseurs des mensonges d'État sont moins puissants. On le voit très bien quand le docteur Fauci, l'équivalent de l'odieux Véran, se fait démonter par la presse américaine pour avoir délibérément financé des travaux criminels sur les virus en Chine, pour avoir menti sur l'utilité des masques et du confinement, pour avoir écarté les traitements dès le début et promu le remdesivir, etc. Chez nous, où pourtant un certain nombre de médecins ont dit la même chose, apparemment sur son ordre, chez nous, la presse, c'est zéro. Pas un seul article, rien à ce sujet, rien non plus pour réhabiliter le professeur Montagnier, depuis qu'il disait déjà, il y a 1 an, donc, que la séquence virale était anormale et qu'elle portait la marque d'une intervention humaine. Pourquoi? Parce que nos médecins à nous sont à la botte, et s'ils rouspètent, et ils rouspètent assez nombreux, Patrick, si tu m'entends, c'est un message personnel, c'est rarement publiquement qu'ils le font. Je vais te donner un autre exemple de n'importe quoi, mon cher Gustave, issu de mon expérience parisienne récente. Je rappelle le contexte, mon frère veille sur ma mère en temps ordinaire, mais là il prenait 4 jours, donc je monte avec ma voiture et mon chien. La dernière fois que j'ai raconté ce genre de choses, ici les gens ont dit pourquoi monte-t-il avec sa voiture, peut pas prendre le train. Alors là je leur ai répondu, avec un chien aveugle, 15 kilos de bagages, merci du cadeau. Bon, là j'ai donc réglé le problème, j'ai mis mon vélo électrique dans le coffre, un petit panier pour le chien, et me voilà parti rue de Vaugirard à vélo, pendant que ma voiture tirait 30 € par jour sur ma carte bleue. Le nouveau Paris, c'est ça, il est sillonné par des entreprises privées de contractuels qui n'attendent même pas que vous payiez au parc-mètre. La preuve, dans certaines rues, il n'y a pas de parc-mètre, il faut aller le chercher quelque part dans la rue voisine, après le carrefour. Ensuite, comme j'ai dit déjà autrefois, il faut lire l'écran, mais les gens qui mesurent 1,60 m doivent prévoir un tabouret parce que c'est impossible, c'est trop grand. Ensuite, il faut lire les chiffres dégueulasses, invisibles, faire le bon numéro de code pour la carte, sans ça elle devient invalide. Vous imaginez tout ça quand vous avez 80 ans. Et là, les Parisiens de 30-40 ans répondent en gros, quelle idée d'avoir 80 ans à Paris. Dans cette question, on voit très bien les contours de la France future, la France Macron, du Paris de Macron, et on voit très bien pourquoi on ne veut pas de cette France-là, de ce Paris-là. Restons sur l'exemple du vélo électrique, mon cher Gustave. Tu prends donc la rue de Vaugirard, une des plus longues de Paris, assez large et à sens unique. Eh bien, ils l'ont divisé tout le long, un tiers de tiers, et d'un côté, il y a des voitures, camionnettes, 4x4 de luxe et autobus qui vont dans le même sens, et de l'autre, il y a des vélos qui, eux, vont dans tous les sens. Ils sont protégés du trafic, des voitures, par des heurtoirs en ciment assez grands, de 50 cm, mais rien ne les protège contre les autres
cyclistes. Or, dans cette piste cyclable improvisée, au milieu des rues principales de Paris, on trouve à la fois, et dans les deux sens, des gens qui pédalent mollement le nez en l'air, parfois à 2 ou 3 de front, des gens qui téléphonent et qui musardent, et puis d'autres qui vont à toute allure sur des vélos électriques, qui ont des rendez-vous, qui livrent des pizzas. Là, le désordre est tel au carrefour qu'on n'y comprend strictement rien. La peinture jaune avec des vélos, vous savez, tracés par terre, grimpe et déborde sur les trottoirs. Certains feux rouges sont cachés avec du plastique, on ne sait pas pourquoi. Ceux qui fonctionnent ne sont pas observés ni respectés par les cyclistes. Bref, mon cher Gustave, c'est un bordel à l'indienne, à la vietnamienne. Le tout dans une laideur absolument permanente. Les blocs de ciment sont arrachés au chantier du voisinage pour délimiter la piste en question. Ils sont accompagnés de plots rayés jaune fluo. Partout, on a l'impression d'une sorte de zone de la prévention routière ménagée sur un parking de supermarché pour la pédagogie des enfants. J'ai connu Pékin en 1984, et ben il y avait que des vélos, et à Paris il y avait que des autos, et ben là c'est le contraire. Et je ne suis pas très sûr que l'évolution soit à mettre au crédit de la France. Et là encore, la docilité générale s'applique par le fait que Paris soit une sorte de chasse gardée économique, sociologique, qui condense les privilèges. Là, on n'est pas patient envers la puissance publique parce qu'on est son employé, encore que, mais on prend son mal en patience pour ménager son privilège. Et le privilège du Parisien est d'aller au bureau à vélo à 10 heures du matin pour faire des trucs passionnants, payer 8 000 € pour légiférer en 3 langues pour une population qui, elle, ne parle plus qu'une seule langue, celle de la pauvreté. La crainte de manquer, de déchoir, d'avoir honte, par exemple. Dans le même esprit, Gustave, toujours à grandes enjambées, je te raconte la semaine écoulée, je descends donner une conférence à Lyon avec un militaire célèbre dont je ne dirai pas le nom à cause de la censure, avant de séjourner à la montagne où je suis en ce moment, mais en chemin, ma voiture, payée 3 000 € il y a 4 ans, subit une panne bénigne. Je trouve un dépanneur, un garagiste, je parle d'un vrai garagiste, hein, pas d'un type qui te doit arriver avec ton chien et ton vélo dans le coffre pour t'annoncer qu'il peut pas prendre ta voiture avant le 4 juillet. Et donc je loue une voiture trop confortable, certes, mais il n'y avait que ça pour continuer mon périple, en me disant je m'en fiche, il y a des jours où on doit consentir à payer pour se tirer d'une situation délicate. Mais me suis-je dit, mon cher Gustave, profitons-en pour comparer le sort de celui qui peut se le permettre, de louer une voiture comme ça, et de continuer, compare-le avec l'autre, celui du type qui n'a pas un rond, ni pour la réparation, ni pour la location, ni pour la caution de la location, celui à qui le garagiste dit qu'il fallait prévoir une assurance assistance alors qu'il a à peine les moyens de s'assurer au tiers, celui à qui on annonce que la réparation fera 700 € alors que c'est ce qu'il a pour vivre en un mois, celui qui aimerait joindre sa banque par téléphone pour voir si on peut l'aider à distance, mais elle est ouverte 4 matinées par semaine et elle répond pas au téléphone, celui à qui la fille du garage dit en plus votre masque monsieur sur le nez pas en dessous. Comment voulez-vous que ce type-là ne finisse pas par tout casser? Et comment voulez-vous qu'il n'aspire pas à une simplification radicale des rapports sociaux qui réduisent littéralement au silence ceux qui semblent si fort attachés à sa perte. Et quand on n'a pas de boulot, pas de voiture, pas de considération autour de soi, pas de dignité, on finit par le faire payer très cher au système. Et c'est donc dans ce contexte que j'ai été amené à parler pendant ma conférence de l'impatience de la France d'en bas qui n'en peut plus et du rôle de l'armée qui est bien consciente de tout ça en prélude à l'intervention du général qui devait me suivre là à la tribune et qui était mieux placé que moi pour évoquer le rôle de l'armée et qui avait signé la fameuse lettre dont il allait être question dans la conférence. Quand les militaires parlent de la population générale, de ses attentes, de ses frustrations au moment où elle devient dangereuse, ils savent de quoi ils parlent parce qu'un militaire français, surtout s'il frôle les 80 ans, a vu passer des générations de conscrits et un militaire sait de quoi est faite la population française de la banlieue ouvrière, au cours de ferme, de la bourgeoisie à l'aristocratie. Même aujourd'hui où le recrutement se fait par engagement, les militaires gradés ont une idée assez précise de la société qui produit les jeunes recrues, des raisons pour lesquelles ils veulent s'engager et souvent de ce à quoi ils veulent échapper en s'engageant. Donc tout ça pour dire, mon cher Gustave, que quand un militaire, surtout de 80 ans, sonne l'alarme et dit la tension dans la société devient dangereuse pour le pays, et nous ne voulons pas avoir à pratiquer la chirurgie alors qu'on pourrait essayer un traitement,
On doit l'écouter, au lieu de le traiter de crétin primaire et de séditieux. C'est le terme de séditieux qui a suscité les plus vives discussions sur les plateaux de télé, mon cher Gustave, comme tu le sais, alors que le débat aurait dû porter, en fait, plutôt sur le mépris avec lequel la ministre des Armées et une autre dont j'ai oublié le nom, nous ont parlé de ces cadres de l'armée, en laissant entendre qu'ils ne comprenaient rien à rien, qu'ils vivaient en pantoufles et que c'était d'anciennes culottes de peau. Elles n'ont pas dit au front bas, mais c'est tout juste. Macron et les gens qui l'entourent n'ont donc strictement rien compris à ce qu'était l'armée. On peut le leur dire comme ça en 3 mots. D'abord, ce sont des gens désintéressés qui ne pensent pas en premier à l'argent, au confort, à se ménager eux-mêmes, ménager leur vie. Or, leur ministre en charge est une profiteuse éhontée, elle, qui percevait un salaire de plus de 50 000 € par mois à la tête d'une SNCF pourtant ultra déficitaire, sans parler des autres méprisantes macronistes qui ont parlé de l'armée cette semaine-là et qui portaient des petits ensembles Chanel à 2 000 €, soit à peu près le prix que doit payer un militaire aujourd'hui sur ses propres deniers s'il veut un gilet pare-balles acceptable. Ensuite, on laisse entendre que les vieux militaires sont tous des bijards, des bigards qui ont l'air sortis d'un sketch de Danny Boone. Manque de peau dans ma génération, mon co-conférencier par exemple d'avant-hier, ils sont sortis de Saint-Cyr ou de Centrale ou de Supélec. Quand j'avais 22 ans, j'en fréquentais même un qui était polytechnicien et qui passait son temps à me raconter les cas sociaux qu'il avait croisés dans sa vie. Tout ça pour dire que finalement, un général septuagénaire aujourd'hui en sait 100 fois plus sur la France que la petite Cynthia qui sort de sa Renault Capture avec ses ongles violets devant la communauté de communes à Campagnol. Mais je m'arrête là, Gustave, simplement pour te dire que je rentre demain à Campagnol et que le militaire qui a pris la parole après moi a été bien émouvant quand il a parlé du pays remplacé, mais c'est un autre sujet qu'il ne faut pas aborder, que je vais donc éviter, sauf pour dire que l'action humaine ne déplace pas des montagnes, c'est une légende. Ce sont toujours les montagnes qui gagnent parce que, justement, elles ne bougent pas. Elles attendent immobiles que les cons disparaissent. Donc, j'ai un message montagnard, c'est d'attendre qu'ils aient disparu. À bientôt, merci.